Chers collègues, nous allons commencer. Nous sommes heureux, Madame la Ministre, de vous accueillir pour cette audition devant notre commission de la culture, de l'éducation et de la communication. C'est la deuxième fois que nous avons la possibilité d'échanger avec vous, puisque vous étiez déjà venu au Sénat le 1er juin dernier, je crois que c'était dans cette salle, du reste, avec votre collègue, le ministre de l'Intérieur, pour évoquer les événements intervenus lors de la finale de la Champions League au Stade de France. En quelque sorte, c'était un baptême du feu un peu particulier pour vous. Et nous aurons l'occasion de vous réauditionner dans quelques jours. Ce sera le 2 novembre sur les crédits de votre ministère dans le cadre, bien sûr, du projet de loi de finances pour 2023. L'audition de ce jour vise à vous donner l'occasion de présenter votre feuille de route au-delà de la loi de finances et de rentrer peut-être plus dans le détail de certaines actions que vous souhaitez et que vous avez commencé à entreprendre. Nous nous réjouissons tout d'abord que le ministère des Sports soit redevenu un ministère de plein exercice. C'était une attente forte de notre Assemblée, plusieurs fois évoquée. Nous souhaitons maintenant vous entendre sur vos priorités à moins de 2 ans des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Dans un contexte qui ne cesse d'évoluer et de rencontrer des difficultés nouvelles. Je pense bien évidemment aux conséquences du conflit en Ukraine et des conséquences économiques, notamment à travers la hausse de l'inflation, mais également des conditions en termes de sécurité. Nous auditionnerons la semaine prochaine le ministre de l'Intérieur avec nos collègues de la Commission des lois sur ces questions de sécurité et de Jeux olympiques. Mais nous serions évidemment intéressés par le fait de connaître votre sentiment sur ce point dès aujourd'hui, car il ne nous semble pas que toutes les leçons des événements du Stade de France aient été tirées en termes de réorganisation. Peut-être également pourrez-vous nous préciser le contour du futur projet de loi sur lequel vous travaillez avec la DIJOP concernant certaines mesures qui seraient plutôt techniques relatives à la préparation des Jeux olympiques et paralympiques. Si vous pouvez nous préciser évidemment le calendrier et le périmètre de ce texte, nous en serions très reconnaissants. Nous aborderons évidemment les questions liées à un certain nombre d'affaires qui sont survenues ces dernières semaines. Je pense aux tensions au sein du CNESF, à l'affaire de justice en cours qui concerne des hauts dirigeants de la Fédération française de rugby, mais aussi des événements au sein de la Fédération française de football qui vous préoccupe, qui nous préoccupe, alors même que notre pays s'apprête à accueillir 2 grands événements sportifs. Madame la ministre, je vais vous céder la parole pour un propos liminaire d'une quinzaine de minutes. Et ensuite, nous vous poserons des questions pour que cet échange soit le plus animé possible et que les discussions soient les plus directes possibles. Ce sera notre rapporteur pour avis des crédits budgétaires, à savoir Jean-Jacques Lozach, qui vous posera les premières questions. Et il sera suivi par les 2 rapporteurs des missions d'information relatives aux Jeux olympiques et paralympiques, Claude Kern et David Assouline. Puis, bien sûr, chacun d'entre vous pourra s'exprimer par la suite. Madame la ministre, sans plus tarder, je vous donne la parole. Monsieur le Président, cher Laurent Lafont, Monsieur le rapporteur, cher Jean-Jacques Lozach, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre invitation à m'exprimer devant votre commission, ce qui me donne l'opportunité d'exposer devant vous les enjeux relatifs au sport, à sa gouvernance, aux Jeux olympiques et paralympiques et à la façon dont collectivement nous pouvons parvenir à inscrire davantage l'activité physique et sportive au cœur de notre société, au cœur de notre jeunesse, au cœur de notre approche de la prévention, de la santé, du bien-être de nos concitoyens qui ont besoin, à une heure où la sédentarité sévit, la prégnance des écrans est partout dans notre quotidien, de trouver, de puiser dans le sport une source d'épanouissement, pour certains une source d'émancipation, pour d'autres de renforcement de leur confiance en eux-mêmes. L'État assume de longue date évidemment un rôle stratégique en matière de politique du sport. La création de l'Agence nationale du sport en 2019 a marqué une évolution importante dans ce modèle.
Je pense que nous aurons des échanges sur les conclusions que nous devons en tirer dans les équilibres politiques, institutionnels, stratégiques de notre sport français. Et bien entendu, penser pour les collectivités territoriales qui aujourd'hui consacrent la majorité des investissements en matière de sport, en matière d'équipements sportifs notamment, et qui sont bien évidemment au cœur de nos politiques publiques sportives. Peut-être 3 temps dans cet exposé introductif. D'abord évoquer l'enjeu premier de la réussite de nos très grands événements sportifs internationaux, bien évidemment les Jeux olympiques et paralympiques, mais peut-être aussi un mot sur la Coupe du monde de rugby, qui marquera son coup d'envoi le 8 septembre 2023. Dans un second temps, je voudrais évoquer peut-être les axes prioritaires de la fortification nécessaire de notre modèle sportif en France, avant de revenir sur la dimension plus sociétale de l'impact que nous cherchons à avoir à travers le développement de la pratique sportive. Sur le premier point, celui des Jeux olympiques et paralympiques, Jeux paralympiques que nous accueillerons pour la première fois de notre histoire en France, j'ai coutume de dire qu'il s'agit de réunir un carré magique d'exigences. D'abord, délivrer l'organisation la plus irréprochable possible sur le plan sportif. Nous avons en tête nos 54 disciplines, nos 879 épreuves, mais aussi, bien entendu, sur les enjeux de sécurité, avec une 60aine de sites à sécuriser, les cérémonies d'ouverture en dehors du stade à réussir, et un besoin de l'ordre de 22 000 agents de sécurité privés par jour au pic de ces besoins. Un enjeu également en matière de transport. Nous avons en tête qu'il s'agira de véhiculer, de transporter, d'acheminer 800 000 personnes quotidiennement sur l'ensemble des sites de compétition, dont 200 000 accrédités. Enjeu logistique, à travers les services de restauration, les capacités d'hébergement, les 20 000 journalistes et 260 000 accrédités au global qui seront attendus sur notre événement. Et bien entendu, réussir aussi notre pari sur le plan d'une forme d'exemplarité écologique, avec la réduction par 2 de nos émissions et les premiers jeux écologiques capables de porter une signature qui sera celle d'une neutralité carbone grâce à des investissements dans des projets à impact positif et de soutien à la biodiversité. Et le dernier enjeu, non des moindres, celui de la maîtrise de nos budgets, continuer de faire en sorte que les jeux financent les jeux, que nous sachions contenir l'impact de l'inflation, préserver l'équilibre des dépenses et des recettes pour être au rendez-vous de cet enjeu budgétaire qui est au cœur évidemment de l'acceptabilité sociale pour les Français de notre grand événement. La deuxième grande dimension pour réussir ce carré magique d'objectifs, c'est d'aider nos athlètes à être au meilleur de leur performance. Jouer à domicile, ça met du vent dans les voiles, c'est aussi parfois source de pression. Il faudra que nous les entourions de toute la sérénité nécessaire, de tout l'accompagnement technique, médical, mental, pour leur permettre d'être à l'heure pour ce grand rendez-vous, dans un moment où le sport français a plutôt eu de bons résultats depuis l'été, les Jeux de Munich en matière d'athlétisme, les bons résultats en matière de cyclisme également récemment, qui doivent nous encourager également sur le plan de l'escrime qui a pu briller aux mondiaux d'Égypte. Le troisième grand enjeu de ce carré magique, c'est d'arriver à faire de ces Jeux une source d'engouement populaire et même une fête pour l'ensemble des Français, ce qui supposera de continuer à animer la montée en puissance vers les Jeux, qui sera également marquée de grands moments comme le relais de la flamme, et au-delà de faire vivre dans l'ensemble des territoires le label Terre de Jeux, les clubs 2024 qui seront ces zones de célébration autour de l'événement, aussi faire monter en puissance la présence de cet événement dans l'enceinte de l'école à travers la semaine olympique et paralympique qui aura lieu en avril prochain autour du thème de l'inclusion. Voilà quelques exemples. Vous avez suivi que samedi dernier, nous avions la première journée paralympique
pour mettre à l'honneur l'ensemble des parasports qui s'inscrit dans ce qui est le 4e coin de ce carré magique, la nécessité de laisser un héritage utile, durable pour le pays, tant sur le plan matériel, avec notamment l'investissement fait pour la Seine-Saint-Denis, le département à la fois le plus pauvre et le plus jeune de France, qui consacre 80% des sommes investies par la Solideo, avec un grand projet de construction, de portée là aussi assez exemplaire sur le plan écologique et qui permettront de léguer à ce département 4000 logements, dont 40% de logements sociaux. Héritage aussi immatériel sur le plan de la pratique sportive, pour continuer à le diffuser au sein de notre jeunesse dans une logique de continuité éducative de la maternelle à l'université, travailler sur le volet des équipements, travailler sur le volet du design actif, c'est-à-dire aménager notre cadre de vie pour qu'il soit plus propice à l'activité du vélo, de la marche, mais aussi que tout ceci favorise le moteur que peut être le sport en termes d'insertion professionnelle pour l'ensemble des composantes sociales de notre pays. Le deuxième grand enjeu, je l'évoquais, c'est la nécessité de bien fortifier notre modèle sportif français aujourd'hui. Et peut-être 5 points pour cela. D'abord, continuer à bâtir un modèle sportif d'excellence. Nous avons aujourd'hui 15 000 sportifs de haut niveau dans notre pays qui ont besoin d'être toujours mieux accompagnés par leur fédération, par l'Agence nationale du sport et notamment sa composante tournée vers la haute performance autour du programme Ambition Bleue. Également un sport engagé fort de ces 3,5 millions de bénévoles sportifs en France, dont nous avons besoin de sécuriser la vitalité, que nous avons besoin de rajeunir, que nous avons besoin également de féminiser. C'est l'un des enjeux qui a été porté, notamment ici, dans cette enceinte, autour de l'adoption de la loi du 2 mars 2022, qui prévoit l'instauration de la parité au niveau des équipes dirigeantes du sport français, à l'échelon des ligues régionales en 2028 et à l'échelon national des fédérations en 2024. Un sport également robuste, doté des bons niveaux de ressources financières. J'aurai en effet l'occasion de venir me présenter devant vous le 2 novembre pour évoquer la préparation du projet de loi de finances, mais également sur le plan humain, le concours qu'apportent nos cadres techniques et sportifs, dont l'allocation doit continuer de s'optimiser dans une logique d'efficacité et d'équité au service des fédérations, des cadres de mon ministère bien formés, dont nous avons besoin encore d'accentuer la formation continue pour les préparer aux évolutions de leur métier. Le 4e élément, c'est un sport responsable, un sport qui le soit sous l'angle de l'éthique, de l'intégrité, un sport capable de prévenir toutes les formes de violence, violence dans les stades, violence dans la société, notamment à caractère sexiste ou sexuel, mais aussi un sport responsable dans sa transition écologique, avec la nécessité d'embrasser pleinement notre engagement sur la sobriété énergétique. J'aurai l'opportunité demain de réunir l'ensemble des acteurs du sport pour acter de notre plan détaillé de sobriété énergétique, mais au-delà de ça, de continuer à s'inscrire dans la continuité de la charte des 15 engagements éco-responsables pour travailler sur l'ensemble des dimensions du modèle des grands événements sportifs et des événements de moindre envergure, mais aussi de l'ensemble des instances du sport français en matière d'énergie renouvelable, de lutte contre le gaspillage alimentaire, de qualité de l'utilisation de nos ressources et de l'eau en particulier. Le dernier point de cette fortification du modèle sportif français, c'est la nécessité de bâtir aussi un sport influent qui porte haut en Europe et dans le monde nos valeurs françaises, nos valeurs européennes, ce modèle sportif européen spécifique dont il faut préserver
la capacité à créer ces traits d'union bien spécifiques entre le sport amateur et le sport professionnel. Et j'ai pu relancer hier matin ce que ma prédécesseure avait mis en place, la French Sport Touch, c'est-à-dire une instance de coordination qui vise à améliorer l'impact de notre pays en matière sportive à l'international, de mieux soutenir nos entreprises dans leur expansion et le rayonnement de leur savoir-faire sur les grands événements sportifs et internationaux, mais aussi d'aider à une meilleure présence de nos nationaux dans les instances internationales du sport. Peut-être un dernier enjeu, celui de bien faire pénétrer notre sport au cœur de la société. J'évoquais ce continuum éducatif de la maternelle à l'université. Vous nous savez engagés dans la généralisation des 30 minutes d'activité physique quotidienne pour les 6,5 millions d'élèves dans nos presque 50 000 écoles primaires à travers le territoire. La construction à laquelle nous nous livrons en ce moment de l'accès à 2 heures supplémentaires de sport par semaine pour nos collégiens dans le cadre périscolaire, un aménagement que nous mettons au point en synergie avec le ministère de l'Éducation nationale, mais aussi avec les collectivités territoriales, avec le mouvement sportif et avec les chefs d'établissement ainsi que les parents d'élèves. La reconduction et l'élargissement de notre passeport, cette allocation de 50 € que nous avons choisi d'étendre cette année aux étudiants boursiers, à ces 800 000 étudiants marqués aujourd'hui par une forme de précarité, et avec l'objectif d'étendre rapidement à plus de 2 millions de jeunes dans notre pays, y compris des jeunes en situation de handicap, le bénéfice de cette prestation qui leur permet de prendre une cotisation ou une licence dans un club sportif, dans l'un de nos 180 000 clubs sportifs. Le développement de la pratique étudiante au cœur de l'université sera également au cœur de nos efforts, avec une mission que j'ai pu diligenter avec ma collègue Sylvie Retailleau de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche pour identifier et lever l'ensemble des freins à la pratique étudiante dans un contexte où nous savons que 70% de nos étudiants aspirent à faire du sport plus régulièrement, mais seulement 20% d'entre eux, souvent dans les établissements les plus dotés, y parviennent. Sur le plan de la santé, nous sommes dans un moment où le coût de la sédentarité est évalué à 17 milliards d'euros. Nous avons, avec François Braun, entrepris de bâtir ensemble une feuille de route pour continuer à promouvoir le sport santé, continuer à promouvoir les expérimentations prévues par l'article 51, loi de financement de la sécurité sociale, et qui, par exemple, pour une expérimentation qui touche aux enfants, la lutte contre l'obésité infantile qui s'appelle « Retrouve ton cap », est dans un mouvement de généralisation prometteur aujourd'hui. Cet engagement en faveur de la santé et du bien-être de nos concitoyens par le sport, il se prolonge en milieu professionnel. Nous savons aujourd'hui que seulement 13% des salariés sont en capacité, sur leur lieu de travail, de faire une activité physique et sportive. C'est un pourcentage que nous voulons faire monter en puissance, au moins jusqu'à 24-25% à l'horizon de 2 ou 3 ans, qui est un objectif que nous partageons, que nous portons avec les représentants syndicaux. Également, la nécessité pour les personnes malades, maladies chroniques, affections de longue durée, de tirer pleinement parti du sport sur ordonnance qui a été étendu par la loi du 2 mars 2022 et de consolider aussi à travers les territoires le réseau des maisons du sport santé. Un dernier mot sur ce registre de l'activité physique et de son impact sur la santé, la volonté que nous avons avec François Braun d'inscrire au cœur des bilans d'activité physique, des bilans de santé gratuits à 25, 45 et 65 ans, la dimension d'activité physique pour bien la surveiller et donner des conseils appropriés à nos concitoyens s'agissant de la pratique d'une activité physique correspondant à leur état de forme et à leurs aspirations. Sur le volet de l'inclusion, je voudrais évidemment revaloriser le rôle social de nos clubs sportifs qui sont souvent cette rencontre entre une jeunesse qui a besoin d'opportunités et des personnes plus établies qui sont capables de pourvoir des opportunités économiques. Également l'engagement que nous poursuivons en matière sportive à travers les contrats d'engagement jeunes, à travers l'apprentissage qui a été multiplié par 6
au cours du précédent quinquennat, également à travers des formules comme le service civique, qui fait la preuve de son efficacité dans le sport et que nous voulons, les services civiques Génération 2024 notamment, arriver à bien mobiliser dans le cadre de la préparation des Jeux olympiques et paralympiques. Je terminerai en disant que derrière ce triptyque, la réussite de nos grands événements, la fortification de notre modèle sportif, l'inscription du sport au cœur de notre modèle de société, il y a des conditions de réussite. Parmi celles-ci, l'importance d'une gouvernance du sport la plus impeccable possible, sens des efforts que j'anime depuis le début du mois de juillet avec l'ensemble des représentants de notre secteur. Nous avons, je crois, et ce sera mon mot de conclusion pour cette première introduction à nos échanges, toutes les cartes en main pour faire et matérialiser cette ambition que nous portons tous, je crois, de faire de la France une nation plus sportive et de faire en sorte que partout sur les territoires, la conjugaison de nos efforts, de nos déterminations permette de faire 1 + 1 = 3 et de mettre, à l'image de ce qui a été décidé par le président de la République pour l'année 2024, le sport comme grande cause nationale au cœur de notre modèle de société dans un moment où il peut aussi apporter un impact fédérateur. Merci Madame la Ministre. On va commencer la première série de questions avec Jean-Jacques Lozach et puis ensuite j'ai oublié tout à l'heure Michel Savin en tant que président du groupe d'études pratiques sportives et grands événements et puis les 2 rapporteurs de la mission JO, David Assouline et Claude Kern. Jean-Jacques. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. D'abord, effectivement, toutes nos félicitations parce que par-delà votre nomination, vous avez réussi à obtenir pour le sport le retour à un ministère de plein exercice et je crois que c'est un souhait qui avait été exprimé par un grand nombre d'entre nous par-delà les sensibilités politiques et il s'agit d'une sorte de retour à une forme de normalisation étant donné ce phénomène de société que représente le sport. Alors effectivement, le Président l'a rappelé, dans quelques jours, nous aurons l'occasion de vous auditionner sur le budget sport de la loi de finances 2023. Donc je passerai sous silence le passe sport, la Solidéo ou bien encore la question incontournable des taxes affectées. Bon. Je commencerai par l'actualité internationale qui est quand même particulièrement chargée et le sport est aussi concerné par cette actualité. Je pense notamment aux aberrations financières et environnementales concernant le mondial de football au Qatar, même si effectivement ce type de questions aurait dû se poser en 2010 au moment de l'attribution. Mais je voudrais quand même avoir votre sentiment parce que face à ces extravagances, pour ne pas dire ces délires environnementaux et financiers, il est à craindre de voir beaucoup de personnes s'éloigner des sports de compétition. Et je passe sous silence, bien sûr, l'attribution des Jeux d'hiver asiatiques à l'Arabie saoudite ces derniers jours. Maintenant, en ce qui concerne la guerre en Ukraine, bon, on préconise, on présente très souvent le sport comme étant facteur de paix entre les différentes nations. Et je voudrais savoir si, selon vous, en matière de diplomatie sportive, en matière de soft power, comme on dit, vous pensez que la communauté sportive internationale a été véritablement ou pas à la hauteur de la tragédie ukrainienne. Deuxièmement, à l'occasion des JO 2024, très souvent, il a été dit ces dernières années, on va profiter de cette circonstance pour réinventer, pour ne pas dire réoxygéner le modèle sportif français. Et c'est vrai, vous l'avez rappelé, depuis 2019, beaucoup de choses ont été faites. La NAS, sa déclinaison territoriale, la loi du 2 mars dernier qui a, c'est vrai, réformé la gouvernance, le colloque du 18 juillet où vous avez véritablement précisé les choses, Madame la Ministre, notamment dans les prérogatives des uns et des autres et les relations entre la direction des sports et d'autre part la NS. Et pourtant, malgré tout cela, eh bien, de grandes institutions aujourd'hui sont traversées par tout un tas de difficultés, pour ne pas dire de dysfonctionnement, CNOSF, Fédération de football, de rugby, comité d'organisation à la Coupe du monde de rugby, et je ne reviens pas sur le sport de glace. Alors c'est vrai qu'il faut relativiser, parce que sur 116 fédérations sportives agréées, il n'y a qu'un petit nombre de fédérations qui sont concernées par ces dérives, mais ce sont les plus populaires et les plus médiatisées. D'où ma question, est-ce que l'on doit mettre toutes ces polémiques-là sur le compte de défaillances individuelles ? Ou bien faudra-t-il reprendre la réflexion et bien sûr la question
de la gouvernance, du fonctionnement des fédérations, la démocratie interne, la formation des dirigeants, la transparence, la responsabilité individuelle, etc., y compris peut-être à travers un nouveau texte de loi. Dans ce genre de dérive, quelles sont les raisons qui pourraient amener l'État à intervenir et de quels moyens dispose-t-il? Troisièmement, la Cour des comptes vient de remettre au Parlement un rapport sur l'Agence nationale du sport. Et vous savez que la forme juridique de ce GIP est interrogée par la Cour des comptes. Cela avait déjà été fait au tout début par le Conseil d'État, notamment en ce qui concerne le lien entre l'État et l'ANS. Madame la ministre, qu'avez-vous pensé de ce rapport de la Cour des comptes? Autre question, et qui est confirmée d'ailleurs par les premières auditions budgétaires, on constate une inquiétude du mouvement sportif, déjà, si je peux dire, sur l'après 2024. Car la loi, notamment parce que la loi de programmation des finances publiques, qui concerne donc la période 2023-2027, prévoit un volume financier en décélération à partir de 2025. Et sur ces inquiétudes, je prendrai simplement un seul exemple qui porte sur les équipements. Actuellement, il est mis en œuvre, et c'est bien un programme spécifique de création de 5000 équipements sportifs de proximité jusqu'en 2024. Ne pensez-vous pas que d'ores et déjà, il faut envisager d'enchaîner cette fois-ci sur un ambitieux programme de rénovation des équipements sportifs locaux et structurants, quand on voit que près d'un quart de ces équipements-là ont plus de 45 ans et n'ont jamais été modernisés. Alors, j'avais une question sur la sobriété énergétique, mais vous avez répondu. Enfin, une question sur le plan vélo et mobilité active qui est maintenant lancé. Il complète en quelque sorte, en tout cas il se trouve dans la continuité de la loi du 2 mars dernier, qui a en quelque sorte consacré comme savoir sportif fondamental le savoir-faire du vélo. Et je voudrais savoir quelle est la place qu'occupera le ministère des Sports dans ce plan vélo, aux côtés notamment du ministère des Transports. Et enfin, ultime question, il y a quelques jours ont été rendus publics par l'INGEP les chiffres concernant la chute du nombre de pratiquants, et comme moins 15%, même si tout ça c'est très hétérogène, il y a des sports qui gagnent des licenciés, notamment l'équitation ou le golf, mais je voudrais savoir si ces chiffres de moins 15%, au moment où on reprend les licences, en septembre-octobre, est-ce que cette tendance-là, selon le ministère, est aujourd'hui confirmée dans les faits? Michel Savin. Merci, Président, Madame la Ministre. Merci donc de venir de vous exprimer devant notre commission sur les politiques que vous souhaitez mener dans votre ministère. Votre arrivée au ministère n'a pas été de tout repos, mais je tenais à vous féliciter pour cette prise de fonction. En effet, depuis votre prise de fonction, vous avez eu à gérer les événements et les dysfonctionnements inacceptables qui se sont déroulés au Stade de France. On a reconnu votre position par rapport à ce qui s'est passé ce jour-là à Paris, ce qui n'est pas le cas de votre collègue ministre de l'Intérieur. Actuellement, Jean-Jacques Lozach l'a dit, et le président l'a rappelé, vous faites aussi face à des événements où le sport fait plutôt la une dans la presse sur les affaires judiciaires ou les faits divers. On ne va pas les rappeler, aussi bien au niveau du foot que sur le rugby, la fédération, que France 2023, que des agressions aussi de footballeuses qui se sont déroulées, de jeunes femmes qui jouent en équipe de France. Bien sûr, la crise qui secoue aujourd'hui le comité olympique et sportif. C'est même, alors j'entends bien, c'est des phénomènes qui se passent dans les fédérations, mais c'est vraiment aujourd'hui l'image du sport en France qui est abîmée. Et ça, à 1 an de la Coupe du monde de rugby et à 2 ans des Jeux olympiques et paralympiques, ce n'est pas la meilleure façon de promouvoir, de faire la promotion du sport dans notre pays. Je voudrais aussi profiter de mon intervention pour vous remercier, Madame la Ministre, avant de vous poser mes questions, sur l'écoute dont vous avez fait part concernant le programme des équipements sportifs de proximité financé par l'Agence nationale des sports. Le conseil d'administration en avait fait valider il y a quelques jours une proposition que j'avais évoquée lors d'un précédent conseil d'administration et sur lequel nous avions pu échanger, qui permet de pouvoir ouvrir le dispositif à toutes les collectivités alors qu'auparavant,
10% d'entre elles en étaient exclues et je trouve qu'il était regrettable que tous les territoires ne puissent pas accéder à ce type de financement. Et donc, encore une fois, merci pour votre soutien et l'implication qui a été la vôtre pour que cette mesure puisse être validée par le conseil d'administration. J'en viens à mes questions, Madame la Ministre, notamment sur des questions d'actualité. Jean-Jacques Lozach vient de le préciser concernant l'Agence nationale du sport. Et il vous a demandé votre avis sur le rapport qui a été remis par la Cour des comptes. Moi, je voudrais avoir que comptez-vous faire concrètement par rapport aux différentes remarques et critiques qui sont émises par ce rapport. Comment aussi, sur l'Agence nationale du sport, comment rendre plus efficaces les conférences régionales et les conférences des financeurs. Aujourd'hui, pour ceux qui y participent, toutes ces structures ne sont pas ou sont mal identifiées sur nos territoires. Et je pense, là aussi, on a déjà échangé sur ce point, qu'il faut clarifier et préciser tout cela, à quoi sert l'agence, comment les communes, qu'elles soient au niveau des communes, des intercommunautés, des départements et régions, peuvent se sentir impliqués par les politiques qui sont menées à l'échelle de ces territoires. Et puis je pense qu'il y a une nécessité au niveau du gouvernement et du ministère de clarifier les choses et de donner peut-être une ligne une perspective beaucoup plus restreinte, parce qu'aujourd'hui, il y a un volet tellement large des propositions qu'en fin de compte, lorsqu'on arrive dans les conférences des financeurs, eh ben, on se retrouve sans moyens et avec des dossiers qui n'arrivent pas à avancer. Autre sujet sur lequel on souhaiterait avoir votre point de vue, même si aujourd'hui c'est un peu difficile, c'est la crise qui secoue le comité olympique et sportif. On est vraiment inquiet par rapport à son fonctionnement et il est important que rapidement des solutions et des propositions soient faites pour que cet organisme puisse rapidement se remettre au travail dans le cadre encore des grands événements qui arrivent. Une question un peu plus pointue, Madame la Ministre, et pourtant c'est un sujet qui est important, alors que des dizaines de milliers de volontaires vont être sollicités et mobilisés pour participer à l'organisation de Paris 2023 et pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. De nouveau, la question de la requalification de leur mission en contrat de travail est soulevée. Nous avions été sollicités et alertés en 2016 lors de l'Euro, lorsque des contrôles de l'URSSAF avaient requalifié ces volontaires en contrat de travail. Il serait quand même très préjudiciable pour la France qu'au moment des Jeux Olympiques, ce type de contrôle puisse de nouveau avoir lieu et qu'on puisse pointer du doigt une situation dans laquelle des volontaires se retrouveraient avec une requalification contrat de travail pour ces volontaires qui, bien sûr, pour certains, seront organisés avec des heures fixes de départ, de journée, d'organisation de travail, mais c'est du volontariat. Et c'est un sujet sur lequel je pense qu'il faut qu'on ait des réponses à apporter pour rassurer tout le monde. Enfin, deux sujets qui me tiennent à cœur. La lutte contre les violences sexuelles, vous en avez parlé. Et puis aussi, votre tribune ce matin est un excellent signal, mais concrètement, qu'est-ce que vous allez proposer? Et aussi sur un sujet qui a fait débat lors du dernier test qui a été débattu dans notre Assemblée, c'est l'émergence de la croissante d'atteinte à la laïcité dans le milieu sportif. Là aussi, comment assurer que le sport demeure un espace où la laïcité est respectée. Enfin, une dernière question. Vous avez parlé tout à l'heure du sport santé. Vous avez évoqué votre volonté d'élargir la prise en compte des bilans de santé. Mais serez-vous favorable à la prise en charge de l'activité physique adaptée par la sécurité sociale, mais là sur les soins? Parce que la prise en charge du bilan, c'est bien, mais lorsque les patients qui ont des faibles ressources doivent passer à l'acte et passer à des cours de sport ou d'activité physique, le coût de ces prestations est tellement élevé qu'elles font marche arrière. Donc, il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Il y a des expérimentations qui sont menées et je souhaiterais avoir votre avis et votre position sur ces points-là. Merci. Nos deux rapporteurs sur la mission Jeux Olympiques et Paralympiques. Je ne sais pas qui commence entre Claude Kern et David Assouline. Qui commence? Claude Kern, allez. Bon, alors c'est à mon tour. Bien, Madame la Ministre, merci pour votre présence aujourd'hui et je voudrais m'associer aux félicitations des deux orateurs précédents. Je vais peut-être également dire que poser des questions après ces deux orateurs, c'est difficile parce qu'ils ont dressé globalement le tableau qu'on partage tous.
Par contre, pour Paris 2024, il y a une question qui me vient. Ça concerne les territoires qui accueillent les épreuves sportives lors de ces Jeux olympiques et paralympiques, parce que ces territoires sont aujourd'hui dans l'inquiétude. En effet, j'ai rencontré nombre d'entre eux qui disposent déjà d'équipements et qu'on leur demande de mettre aux normes du CIO. Se pose alors la question du financement, avec aujourd'hui en filigrane l'augmentation du coût des matériaux, de l'énergie, etc. Comment comptez-vous, au niveau du gouvernement, répondre à la demande d'aide de ces collectivités qui se voient contraintes d'augmenter souvent leur participation financière? Je vais prendre comme exemple la Polynésie française qui, pour l'organisation du surf, se voit dans l'obligation de construire, entre autres, je passe sur les autres équipements, mais une tour de contrôle pour les juges, une nouvelle tour de contrôle pour les juges, tour qui avait été estimée à 1 million d'euros et qui au final est estimée maintenant, après l'APD, à 3 millions d'euros. Donc il y a des financements à trouver là-dessus, parce que l'héritage peut être réussi si la situation financière de nos collectivités déjà fortement fragilisées ne se dégrade pas davantage. Ensuite, c'est une question qui a été abordée, je reviens sur la violence dans les stades, qui demeure toujours une préoccupation préoccupante après les débordements qui ont été observés ces derniers mois. Où en est la réflexion du gouvernement sur ce sujet? Est-ce que le projet de loi que vous envisagez pourrait comporter de nouvelles dispositions afin de lutter justement contre la violence dans les stades et à leurs abords? Plus précisément, nous avons auditionné récemment l'ambassadeur du Japon en France et concernant la sécurité des Jeux de Tokyo, il nous a indiqué que les autorités avaient largement recouru à la reconnaissance faciale et il nous a fortement conseillé d'en faire de même en France. Est-ce que vous seriez prête à employer en France des technologies qui ont fait leurs preuves au Japon? Et puis, concernant la gouvernance, j'en viens également au rapport de la Cour des comptes du mois de septembre de cette année. Dans ce rapport portant sur l'ANS et la nouvelle gouvernance du sport, la Cour des comptes constate aujourd'hui qu'il n'y a ni mutualisation des moyens, ni coordination des politiques publiques en faveur du sport et une articulation entre le secteur public et le secteur privé qui stagne au niveau institutionnel. Comment concrètement comptez-vous apporter des améliorations à l'existant afin d'atteindre enfin une gouvernance rationalisée? Et puis, ce sujet a également été abordé par Jean-Jacques Lozach et Michel Savin, mais j'étais rapporteur pour la Commission de la Culture lors de l'examen de la loi du 1er août 2019 qui a donc créé cette Agence nationale du sport. Et à l'époque, le Sénat avait enrichi le texte en intégrant des dispositions relatives à la gouvernance territoriale, en instaurant dans la loi les fameuses conférences régionales du sport et les conférences du financement. Pouvez-vous nous dire où en est le déploiement de ces instances? Il nous revient souvent que les conférences régionales auraient des difficultés à fonctionner compte tenu de leur composition beaucoup trop large. Et certains élus font également état des difficultés, des dragesses à faire fonctionner ces instances en tenant suffisamment compte des besoins exprimés par les élus locaux. Est-ce qu'une évaluation de ces dispositions est envisagée? Et puis, mes autres collègues ont parlé des problèmes de gouvernance au niveau du CNSF et des différentes fédérations sportives. Je pense qu'une grande loi sport telle que nous l'attendons depuis longtemps pourrait voir le jour. Surtout, comme vous l'avez dit, le sport est la grande cause nationale. Donc, il faudrait maintenant arriver au concret. Enfin, David Assouline. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, de votre exposé. C'est vrai qu'on a la chance de vous avoir eu en premier déjà sur un sujet et 2 fois là, au moment où on est déjà la tête tournée sur le budget. Et donc, nos questions touchent un peu à des choses qu'on va aussi approfondir au moment du budget.
En ce qui concerne les Jeux olympiques, la question qui est d'actualité et qui interpelle tout le monde, c'est comment on fait tenir le budget alors qu'il y a une inflation plutôt énorme et qui n'est pas que conjoncturelle. Et donc, l'enjeu des budgets des Jeux olympiques a toujours été très important parce que, en général, ça a été des fiescos, à tel point que de moins en moins de candidats, de villes étaient candidates. Et puis, on sait que la facture derrière aussi a des dérapages trop importants. Les citoyens commencent à moins adhérer à l'idée que ça peut endetter des générations futures et non pas être un élément, au contraire, de cohésion et de stabilité d'un pays. Alors, cet enjeu est très important. Je sais que vous l'avez abordé, et notamment sur la livraison des ouvrages, vous avez proposé aux collectivités locales de financer les 2/3, et le gouvernement 1/3. Comment êtes-vous arrivé à cette proposition? Et puis, globalement, est-ce que vous pouvez me dire, comme d'autres responsables l'ont dit, qu'il n'y a pas de sujet et qu'on sera à l'équilibre et que déjà, tout a été anticipé pour faire en sorte que cette inflation ne vienne pas perturber ce qui était prévu? Parce qu'il y a deux solutions, où on fait la même chose que ce qui était prévu, et ça va coûter plus cher, comme on finance, ou vous avez décidé, ou vous allez décider de baisser ce qui était prévu, pour rentrer dans les clous. Donc je voudrais un éclairage là-dessus, sur comment le gouvernement voit tout ça. Le deuxième enjeu des Jeux olympiques, pour que ça reste quelque chose qui suscite l'adhésion des Français, parce que sans cela, ça ne marchera pas. Et on a vu qu'au Japon, ça a bougé. La majorité était favorable. Malheureusement, c'est arrivé à un moment donné où il y a eu la pandémie. La majorité s'est retournée, elle est devenue contre, parce qu'elle a eu peur de l'afflux de personnes venant du monde entier, permettant de se développer la propagation du virus. Et ensuite, par la réussite des Jeux, elle s'est encore retournée parce que les Japonais ont considéré que c'était bien pour eux et que ça s'était très bien passé. Donc, l'opinion est tributaire aussi de comment on fait. Il y a l'aspect donc économique, social, l'implication, et c'est vrai que je veux vraiment vous interroger sur le fait que, alors que les grands événements français se sont plutôt bien passés, avec une reconnaissance de savoir-faire, de convivialité, de fraternité, la Coupe d'Europe, etc., de football. Bon, ces derniers temps, il y a inquiétude. Il y a inquiétude pourquoi? Parce qu'il y a eu Saint-Denis, certes, mais pas seulement. Les images qu'on a vues sur les stades et des grands matchs de football laissent à penser qu'il y a une maladie française, plus forte que dans d'autres pays. Et en termes parfois de racisme, etc., mais en termes de violence pure. Et donc, cela s'additionnant avec les affaires qui ont été évoquées dans les fédérations, importantes, parce que très populaires, rugby, football, qui touchent tous à l'éthique du sport. Comment envisagez-vous maintenant, sur ces questions, de taper assez fort pour qu'on soit exemplaire et irréprochable? Parce que c'est le racisme, la violence dans les stades, c'est quelque chose de récurrent. Et à chaque fois, on a dit qu'on allait prendre les mesures. Et maintenant, ceux qui sont aux manettes disent eux-mêmes à quel moment on va dire les choses de façon suffisamment forte et exemplaire pour que ça ne se reproduise plus. Donc il y a les fédérations qui ont des choses à faire, mais comment le ministère compte accompagner ça?
Voilà les deux principales questions que je voulais vous poser concernant les JO. Permettez-moi, parce que ça ne sera pas dans la discussion sur le budget, de poser une question récurrente. Je ne vais même pas l'argumenter, tellement j'en ai assez. J'ai produit un rapport à la demande du gouvernement en 2016 sur la diffusion en clair des événements sportifs majeurs, puisque le gouvernement était obligé de réviser son décret, qui est relativement caduc, de 2004. J'ai pas perdu du temps, c'était extraordinaire comme travail. Il y a eu 50 auditions, enfin tout un boulot de dingue, on va dire, impliquant des services de l'État qui ont dû aussi consacrer beaucoup de temps. Et quand j'ai produit le rapport, il était évident, les deux ministres ont dit on va mettre en œuvre quasi intégralement vos propositions, car elles sont disons, très précises et très justes. Ce gouvernement est passé à l'époque, et puis depuis, encore 3 ministres des Sports, 3 ou 4 ministres de la Culture, et à chaque fois, je viens et je dis, c'est quand que ce décret va être publié? Et on me dit, c'est demain. Maintenant, ça fait 2016, ça fait 6 ans. C'est demain, parce qu'il faut ce décret, et parce qu'il est caduc l'ancien, et la dernière fois, c'était il faut l'enquête publique et juste derrière on publie parce que c'est ensuite et on me dit pas parce qu'il y a des désaccords, parce qu'à 95% m'a-t-on dit jusqu'à dernièrement, mes propositions écrites de façon précise étaient validées par l'ensemble des acteurs qui considéraient que c'était juste. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est important le sport en clair au moment où c'est payant à la télé. C'est d'autant plus important à la veille des JO, où regarder du sport à la télévision est devenu un luxe très souvent, et qu'on attend, y compris avec les JO, la promotion du sport pour tous, la féminisation, le handisport, tout un tas de défis qui se jouent sur le plan médiatique pour éduquer, pour impliquer l'ensemble des citoyens, notamment dans cette grande aventure des Jeux Olympiques. Voilà, Madame la Ministre, une première série de questions qui va vous permettre de rentrer plus dans le détail de certains points que vous avez soulevés dans votre propos liminaire. Je vais vous laisser y répondre. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, et merci à chacun d'entre les sénateurs pour leurs questions qui sont riches, importantes. Bon, peut-être un mot pour répondre d'abord à votre question sur la loi olympique. Nous sommes aujourd'hui dans une phase vraiment d'examen de la nécessité d'avoir recours à un projet de loi olympique et paralympique. C'est quelque chose que nous examinons avec l'aide de la DIJOP. C'est un texte qui, à ce stade de l'examen, je pense, sera probablement nécessaire. Mais nous n'avons pas encore du tout pu déterminer le calendrier de son dépôt, de son examen. Tout ceci va continuer de se construire dans les semaines à venir. En tout état de cause, c'est un texte qui se veut vraiment ramener au plus strict nécessaire. Qu'est-ce qui s'avère probablement nécessaire? C'est des mesures sur le plan sanitaire, avec des ajustements techniques qui doivent notamment viser à permettre à des médecins étrangers de pouvoir, dans le centre de santé du village des athlètes, délivrer des soins et des prescriptions. Il y a également des dispositions sur l'extension à la Polynésie française de règles relatives au dopage. Nous avons également besoin de poursuivre la facilitation de certains points techniques sur les travaux d'aménagement et de simplification administrative. Et le dernier point sur la sécurité, c'est cet enjeu que nous avions évoqué ensemble dans le cadre de vos travaux sur les leçons à tirer du Stade de France, la nécessité pour mieux gérer les flux et pour avoir une meilleure anticipation de l'impact sur les flux, de notamment ce qui peut se passer en termes de perturbations dans les transports en commun, d'avoir recours à des algorithmes anonymisés intelligents qui permettent de faciliter les dispositifs de vidéoprotection.
Donc c'est vraiment ce type de disposition qui serait contenu dans ce projet de loi, encore une fois, dont l'objectif doit être vraiment circonscrit et tourné vers ces petits réglages dont on sait avoir besoin pour délivrer dans de bonnes conditions notre organisation olympique et paralympique. S'agissant du Qatar, c'est évidemment une question qui va continuer d'être au cœur de l'actualité dans les semaines à venir. Décision prise dans un autre contexte par la FIFA en 2010 d'attribuer cet événement. Évidemment, aujourd'hui, on le regarde avec des yeux différents. Les critères avec lesquels on prendrait certainement ces décisions seraient eux-mêmes différents et pondérés différemment. Ce que je crois, c'est d'abord la nécessité d'être absolument, résolument aux côtés de notre équipe de France, qui, tenante du titre, est confrontée à un défi sportif de tout premier plan. Et je souhaite que vraiment le lien de la nation à cette équipe sportive reste le plus fort possible. Mais au-delà de ça, d'essayer le plus possible, et c'est le sens par exemple d'échanges que j'ai pu avoir avec l'ONG Amnesty International très récemment, de faire le plus possible levier sur cet événement pour continuer à pousser la cause des droits humains, pour continuer à pousser la cause des droits écologiques. Vous n'êtes pas sans savoir les initiatives que commencent à dessiner un ensemble de fédérations européennes, le dialogue qu'elles mènent avec la FIFA autour de la création d'un centre d'accueil des travailleurs migrants, éventuellement aussi d'un fonds d'indemnisation de ceux de ces travailleurs qui auraient pu être blessés ou victimes sur différents chantiers, en plus du fait que cette Coupe du Monde est aussi l'expression, par exemple à travers notre capitaine Raphaël Varane et Antoine Griezmann qui avaient porté ce brassard One Love comme un message d'expression très fort pour la lutte et la prévention vraiment de toutes les formes de discrimination. On sait sur ce registre-là, ce registre des droits humains, qu'il y a encore beaucoup à faire dans ce pays. Je l'évoquais tout à l'heure en séance, des évolutions positives, encourageantes ont été introduites dans la législation en 2018 puis en 2020, mais nous avons besoin que ces engagements soient tenus, qu'ils soient suivis, qu'ils s'amplifient. L'instauration d'un salaire minimum qui était le premier de la région, la suppression de la kafala, ce système de tutelle sans filiation, une meilleure protection aussi des travailleurs, de leurs droits, des éléments de traduction, de connaissance de leurs droits et aussi d'un peu plus de maîtrise de leur destin, de leur capacité à quitter le pays, changer d'entreprise. Tout ceci doit s'amplifier. Nous sommes dans cet échange avec le Qatar, à la fois en bilatéral, en multilatéral au sein de l'OIT, dont vous savez qu'elle a fait fin novembre 2021 un rapport approfondi sur les victimes des différents chantiers dans le Qatar, qui a pu aussi relativiser un certain nombre de conclusions qui étaient celles du Guardian précédemment. Tout ce travail, nous le conduisons, nous le poursuivons avec la volonté de porter cette cause du respect des droits humains, du respect de la condition féminine, des droits LGBT. Sur le plan écologique, la volonté que nous avons d'utiliser aussi la COP27 de Sharm el-Sheikh pour encourager le Qatar à renforcer ses engagements, sa contribution nationale qui doit être rehaussée de manière à sécuriser sur le moyen et le long terme que sa trajectoire de réduction de ses émissions de carbone soit la plus conforme possible à l'objectif de l'accord de Paris, renforcé avec la COP26 et Glasgow, d'un réchauffement climatique maintenu sous les 1,5 degrés. C'est en tout cas un moment crucial pour l'exemplarité de nos grands événements sportifs internationaux, un moment crucial pour les critères qui président à leur choix. Je l'évoquais tout à l'heure, le fait que la FIFA d'elle-même indique l'impératif d'une meilleure prise en compte des critères environnementaux dans le choix des implantations de ces grandes compétitions est encourageant, mais il faut suivre tout ça. Et de la même façon, j'ai envie de dire, en creux, presque par différence, on doit être plus résolu que jamais à nous relever le défi que nous avons annoncé des Jeux les plus écologiques de l'histoire, avec l'engagement de diviser par 2 nos émissions, d'avoir cette neutralité carbone
qui est un engagement qui occupe bien entendu les chantiers de la Solideo, mais aussi l'action du COJO, qui est aussi exprimée à travers des engagements sur la sobriété énergétique et le raccordement au réseau d'électricité avec l'appui de notre partenaire Enedis. Évidemment, dans le prolongement de ces propos, je partage le scepticisme qu'a pu générer l'annonce de ces Jeux asiatiques d'hiver en Arabie Saoudite, avec des budgets qui sont évidemment considérables. Je crois que le moment est venu de cette exemplarité écologique au cœur de ces projets-là. Et j'étais récemment, lundi matin, avec la Fédération française de ski, qui avait pu aussi exprimer des réactions sur ce plan-là. Et la nécessité pour ces événements d'être à l'avenir mieux pensés en termes de sobriété écologique. Sur le plan de l'Ukraine, de l'impact de notre diplomatie sportive, je crois que la France est investie de manière exemplaire depuis le début du conflit, en soutien à la ligne de conduite qu'avec courage et fermeté, avec clarté, le CIO a porté rapidement d'exclure la Russie et la Biélorussie des épreuves sportives sous leur drapeau à l'échelle internationale, tout en essayant de trouver pour ceux des événements qui se jouent à titre individuel, une voie pour ces athlètes russes et biélorusses, consistant à se présenter sous leur nom, sans hymne, sans drapeau, sous le régime donc de la stricte neutralité. J'ai le sentiment que les ministres des Sports ont été dans l'Union européenne, mais aussi au-delà de ça, avec le Canada, le Japon, l'Australie, les États-Unis, engagés avec cette déclaration des ministres en mars de 2022 et la nécessité de continuer aussi à suspendre les représentants de ces deux pays des fédérations internationales. Je crois que pour ce qui est du soutien effectif au peuple ukrainien, il y a cette contribution importante, ces 100 millions d'euros annoncés par Thomas Barr, mais aussi le relais que nous avons voulu prendre en France à différents niveaux, au niveau du Comité national olympique, au niveau de différentes fédérations, la Fédération française de tennis, par exemple, à travers un événement comme Roland-Garros et un soutien de 100 000 $ qui avait été mis, mais aussi l'accueil dans nos centres, dans nos CREPS, dans nos établissements sportifs à travers les territoires, d'un petit peu moins d'une centaine de sportifs ukrainiens pour les aider à se préparer dans les meilleures conditions et aussi d'avoir un volet plus tourné vers le sport amateur de cet appui à l'Ukraine, avec le soutien, l'hébergement dans nos clubs sportifs ou dans les personnes membres de ces clubs sportifs, de familles, d'enfants ukrainiens qui ont pu être scolarisés et dont une licence sportive a pu être financée. Il faudra qu'on continue à être plus que jamais au soutien de l'Ukraine pour les Jeux olympiques, mais aussi pour les Jeux paralympiques, qui est une dimension sur laquelle le comité ukrainien est en attente de cette aide, de cette mobilisation collective pour les soutenir, et on leur doit ce soutien. S'agissant de la gouvernance du sport français, vous avez lu avec beaucoup d'attention le rapport de la Cour des comptes qui pour moi, était au fond pas surprenant. C'est des diagnostics que j'avais pu moi-même dans ce séminaire du 18 juillet à l'INSEP porter et qui pour moi se cristallisent au fond à deux niveaux. Le premier, c'est au niveau national, le fait que cette mise en place de l'agence, qui est une évolution institutionnelle marquante, nous n'en avions pas tiré toutes les conclusions qui s'imposaient au niveau de la direction des sports, avec du coup parfois des recoupements de périmètres, une forme de perte de sens de la part des agents de mon ministère sur ce qui est attendu d'eux, sur la manière dont leur rôle dans le portage des politiques publiques doit évoluer. Et j'avais donc vraiment voulu tirer toutes les conséquences de cette évolution de notre organisation en expliquant bien que, de mon point de vue, notre ministère des Sports doit se centrer sur l'impulsion politique et les orientations stratégiques, qu'elle doit prendre
sous sa responsabilité l'ensemble de nos combats régaliens. Dieu sait qu'ils sont nombreux et décisifs aujourd'hui. Nous avons parlé des violences, de la lutte contre le séparatisme, mais aussi de mener beaucoup mieux que ça n'est fait aujourd'hui une action d'évaluation des politiques publiques, ce qui impose d'avoir des banques de données beaucoup plus nourries et mieux analysées. Donc, je crois que cette clarification des rôles, qui se traduit aujourd'hui par un protocole qui clarifie le rôle de la direction des sports par rapport à celui de l'agence, la réaffirmation que notre Agence nationale des sports est l'opérateur des politiques publiques, des politiques de l'État, et qu'elle est, à cet égard, à travers son double programme Ambition Bleue et Impulsion Sport, sur des programmes stratégiques dont l'impulsion politique et le cadrage doit être donné par des conventions d'objectifs et de moyens pluriannuels rigoureuses, bien définies, par une lettre de mission adressée non seulement au président de l'agence, mais également à son directeur général. Donc ce renforcement de ce que la Cour des comptes a appelé la tutelle, de ce que moi j'appellerais plutôt les orientations stratégiques de l'agence, sont absolument capitaux, en même temps que nous avons clarifié lors du dernier conseil d'administration de l'agence le 6 octobre, le projet commun de cette agence pour que ses parties prenantes expriment mieux, dans la logique que vous avez évoquée, monsieur le rapporteur, du GIP, qui suppose un affectio societatis, qui suppose une contribution de chacun des membres, de rendre beaucoup plus clair ce que chacun en attend et ce que chacun concrètement va y apporter. Et je l'évoquais, le problème est à deux niveaux. Je viens de traiter la partie nationale de l'enjeu. Au plan territorial, la nécessité, et cela a été rappelé dans plusieurs des questions, d'accélérer sur le déploiement des conférences régionales du sport, ce qui suppose de vraiment arriver à passer à maturité entre une étape de diagnostic et une étape de vraiment définition des projets sportifs territoriaux dans les territoires, qui, à son tour, emmène la mise en place des conférences des financeurs. Moi, j'ai fait le point avec l'ensemble des présidents des conférences régionales le 30 septembre dernier. La dynamique est là. Nous avons dans l'Hexagone maintenant 13 conférences régionales du sport qui sont en place. Outre-mer, les choses aussi accélèrent. Nous avons de plus en plus de projets sportifs territoriaux qui se créent, mais encore la nécessité de ne pas disperser, là aussi, vous l'avez exprimé, nos conférences régionales dans de trop nombreuses priorités. La loi du 2 mars 2022 avait prévu 13 thèmes d'intervention, 13 thématiques qui vont du haut niveau au sport à l'école. C'est probablement trop, et ce que nous nous sommes dit dans l'ensemble des travaux menés ensemble, c'est la nécessité de se centrer sur quelques priorités bien calibrées, territoire par territoire, et même parfois la nécessité de commencer par un projet emblématique qui sera ce catalyseur du 1+1 = 3 que j'évoquais tout à l'heure, qu'on ne soit pas un peu inhibé, un peu impressionné en se demandant par où on commence, mais qu'on choisisse une priorité, qu'elle soit celle de soutien au sport féminin, du développement du numérique pour mieux toucher les pratiquants, ou encore qu'elle ait trait à une meilleure utilisation des infrastructures, des gymnases pour... voilà. Et, pardon. Ou des piscines, de la rénovation énergétique de nos piscines, de choisir un thème et d'avancer et d'avoir des résultats pour donner confiance à chacun des acteurs autour de cette innovation institutionnelle. Vous le sentez, je trouve que nous avançons, que beaucoup de clarté est en train d'être faite. La Cour des comptes a livré des travaux utiles. Nous en tirons pleinement les conséquences de manière à ce que l'agence et le ministère des Sports puissent travailler de concert à une organisation plus forte du sport français aujourd'hui dans la perspective de nos Jeux olympiques et paralympiques, où elles ont tous deux, ces institutions, un rôle capital. En effet, sur le programme 5000 équipements, je trouve que là aussi, des progrès, des pas en avant sont faits. Vous avez en tête les 200 millions d'euros d'investissement que nous avons nous avons mis dans ce programme. 85 millions d'euros ont déjà pu être matérialisés pour 2000 projets à travers les territoires. Nous sommes en train de simplifier l'ingénierie de ces projets, d'essayer à travers ce qu'a évoqué le sénateur Savin, c'est-à-dire l'allègement du critère territorial, de manière à ce qu'on n'ait plus des investissements seulement centrés sur les QPV et les zones de revitalisation rurale ou l'outre-mer, mais qu'on puisse libérer du foncier au-delà, tout en gardant évidemment
la volonté de doter en priorité les zones les plus carencées. Sur le plan vélo et l'implication de mon ministère, elle est totale. Je me réjouis que ce plan vélo connaisse, sous l'impulsion de la Première ministre, de nouveaux développements avec cette mobilisation de 250 millions d'euros sur la seule année 2023, avec la reconduction du fonds mobilité active qui viendra appuyer les infrastructures, sur le champ également de la politique industrielle, l'accompagnement à la création d'une véritable filière qui aille de l'assemblage au recyclage, en passant par la réparation, par les services, mais aussi, et c'est là que mon ministère vient en première ligne, sur l'éducation, la formation des plus jeunes. Vous l'avez évoqué, le savoir rouler à vélo, objectif fondamental inscrit au cœur des enseignements fondamentaux de notre école. Et là, nous avons pu commencer à faire décoller l'objectif de formation avec 160 000 enfants déjà formés au primaire en 2021. Et nous voulons que ce chiffre il soit porté à l'intégralité d'une classe d'âge, c'est-à-dire un petit peu plus de 800 000 enfants chaque année en rythme de croisière à partir de 2024, sans évoquer bien sûr la dimension d'accélération avec nos Jeux olympiques et paralympiques du rayonnement de ce plan de vélo, à la fois à travers un ensemble de voies cyclables, mais également à travers le développement des stationnements de ces vélos pour qu'on puisse proposer aux spectateurs une expérience qui, de bout en bout, soit satisfaisante sur le plan du recours aux mobilités douces. S'agissant de l'évolution du nombre de licenciés, je ne suis pas inquiète. Je rencontre un à un les présidents des fédérations avec leur directeur général ou leur directrice générale et avec leur directeur ou leur directrice technique nationale. Ils me présentent des chiffres actualisés sur l'évolution des licences. Les chiffres que vous mentionnez qui ont été remontés par l'INJEP sur l'année 2021 et donc sont marqués par l'impact de la crise sanitaire. Mais toutes les fédérations que je vois sont vraiment aujourd'hui dans une réussite, dans une résilience très encourageante sur le nombre de licenciés. Je prends un exemple récent puisque j'ai vu Éric Tanguy, le président de la Fédération de volley récemment, qui m'évoquait plus de 180 000 licenciés en 2022 après être tombé à un peu plus de 135 000. Sur le judo également, un rebond qui est important avec près de 470 000 licenciés qui sont quasiment les niveaux d'avant-crise. Donc on est sur une très belle dynamique et j'en veux pour preuve aussi le succès toutes ces dernières semaines du recours au pass sport qui connaît un taux de plus 45% par rapport à l'an dernier à la même époque en termes de taux de prise, ce qui est là aussi très important quand on sait que ces dispositifs, il faut qu'ils puissent être absolument utilisés par les familles qui en ont besoin, qu'elles soient titulaires de l'allocation de rentrée scolaire ou, s'agissant des jeunes en situation de handicap, de l'allocation à l'éducation de l'enfant handicapé ou de l'AAH. Je note également que nous avons des données au niveau européen qui montrent que la France se situe dans une moyenne avec parfois des écarts sur l'évaluation de la quantité de personnes qui font peu ou pas de sport et qui me renforcent dans ma volonté résolue d'améliorer la qualité des données que nous possédons sur la pratique et les pratiquants à travers les territoires et au niveau de mon ministère. S'agissant peut-être des points relatifs aux violences sexistes et sexuelles, malheureusement, c'est une question qui fait encore trop souvent la une de l'actualité. Nous savons que plusieurs de nos fédérations doivent entreprendre leur vraie révolution culturelle sur ce plan et bien mieux s'emparer de cet enjeu, de les prévenir, de les traiter. Vous savez que s'agissant de la Fédération française de foot, j'ai diligenté un audit. La lettre de mission est partie, l'équipe est constituée, elle commencera demain. Et le relais que nous assurons au niveau de la plateforme de signalement du ministère des Sports qui s'appelle Signal Sport, qui a pu déjà, au cours des derniers semestres,
récolté plus de 800 signalements, coordonné des mesures, des enquêtes de nature judiciaire, de nature administrative, parfois de nature disciplinaire, et notamment aider à ce que plus de 300 mesures de police administrative soient prises dans les territoires par les préfets pour éloigner notamment de nos enfants des éducateurs ou des personnes dont le profil aurait été source de tels traitements tout à fait inadmissibles. Je l'ai évoqué dans ma tribune, c'est un combat qui demeure. On doit absolument continuer à progresser avec l'ensemble des fédérations pour systématiser tous les signalements, faire en sorte que cette obligation elle soit ressentie par chacun, que l'engagement collectif soit irréprochable sur ce plan, et nous permettent aussi de rappeler donc à leurs responsabilités ceux qui, par le passé, n'auraient pas honoré leurs obligations de signalement. J'ai également demandé, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023, un renforcement des effectifs départementaux qui sont dédiés à ce combat, afin qu'ils puissent utiliser tous les moyens préventifs et répressifs en leur possession et mener, notamment au niveau des services départementaux jeunesse et sport, jeunesse, engagement et sport, vraiment ces enquêtes avec des moyens appropriés. Le dialogue de gestion avec nos fédérations délégataires doit continuer lui aussi de progresser. Vous savez que cette lutte contre les violences à caractère sexiste et sexuel s'inscrit aussi au cœur du contrat d'engagement républicain et que donc nous avons cette vigilance. J'ai évoqué le foot, j'évoque également la Fédération française des sports de glace dans lesquels nous lançons des audits pour nous assurer que continuellement les processus en place au sein de nos instances sportives progressent et soient source de la meilleure efficacité possible. Je voudrais encore, si vous me le permettez, mentionner l'initiative qu'avec ma collègue Charlotte Cobel nous mènerons au début de l'année 2023 de consacrer une convention à l'enfant face aux violences dans le sport, de manière à ce que définitivement on se dise que le sport est là pour donner confiance, pour faire rêver, pour faire aider nos enfants à s'accomplir et qu'il ne soit en aucun cas qui ne puisse donner lieu à des violences contre des petits, contre des adolescents, contre des personnes. C'est ma conviction et je ne lâcherai rien de ce combat que ma prédécesseure avait elle-même embrassé avec courage et efficacité. S'agissant des autres formes de violence auxquelles notre sport est confronté, en effet, nos événements footballistiques sont encore au niveau professionnel, à l'échelle française ou à l'échelle européenne, trop souvent émaillés de problématiques de violence dans les stades inacceptables qui minent le goût, la fête populaire, la confiance qu'on a dans ces événements. Et donc la nécessité de continuer plus que jamais à renforcer notre arsenal de manière très concrète sur ce terrain-là est au cœur de mes préoccupations. Nous renforçons la coordination avec mon collègue le garde des Sceaux, avec le ministre de l'Intérieur, ce triumvirat qui est très important, mais également le renforcement de l'instance nationale du supporterisme que je vais réunir le 21 octobre prochain, de manière à ce que nous continuions à garder un dialogue de confiance avec les associations de supporters et l'ensemble des parties prenantes, tout en ayant tous ensemble, et c'est le sens la réunion que nous avions eue à la fin du mois de juillet, tout en continuant à travailler sur l'efficacité des sanctions collectives contre les clubs lorsqu'elles sont nécessaires, qui doivent continuer à mieux former, mieux équiper leurs directeurs de la sécurité, mieux former les stadiers qu'ils recrutent pour le contrôle de leurs événements. La nécessité également de progresser sur l'effectivité des sanctions individuelles en faisant en sorte que les clubs professionnels s'emparent mieux des interdictions commerciales de stade, en même temps que sur le sujet des interdictions administratives de stade. Là aussi, nous améliorons ce régime et son efficacité. Nous avons également, et c'est une des leçons que nous avons tirées des événements du Stade de France, la nécessité de continuer à travailler sur la billetterie nominative, qu'elle permette une meilleure identification, une meilleure traçabilité des détenteurs de billets. Et le cœur
le cœur de cette bataille, c'est l'éradication des nouvelles formes de hooliganisme. Ce sont des personnes qui n'aiment ni le sport, ni le football, ni les stades, et donc pour laquelle l'intransigeance absolue est vraiment indispensable. Nous avons à cet égard des travaux qui vont être alimentés par Alain Bauer et l'étude que lui a commandée la Ligue de foot professionnelle, avec des éléments de benchmark, d'analyse des régimes qu'il a pu mener à l'échelle étrangère pour qu'on puisse aussi travailler sur cette meilleure identification de ces hooligans et qu'on puisse, comme vous l'avez souligné, par ailleurs, absolument éradiquer de nos stades tous les actes d'incivilité ou d'expression de toute forme de discrimination ou de racisme. Sans transition, sur un sujet évidemment infiniment plus positif, celui de nos bénévoles, celui de nos volontaires qui non seulement sont au cœur de notre sport amateur, mais aussi seront demain au cœur de l'organisation de nos Jeux olympiques et paralympiques. 45 000 volontaires attendus, plus à peu près 7 000 pour les collectivités locales, dont 5 000 pour la seule ville de Paris. Un travail également qui nous conduit aujourd'hui avec la DIJOP à recruter un certain nombre de volontaires en situation de handicap, de manière à travailler sur l'inclusion sociale aussi par cette dimension-là. Une charte des volontaires qui est un outil aussi important qui sera laissé en héritage à tous les grands événements sportifs internationaux, mais la nécessité, comme vous l'avez souligné, de très bien organiser le régime dans lequel ces bénévoles vont exercer leurs activités, leurs responsabilités pour travailler sur l'accueil des spectateurs dans nos sites et la fluidité notamment de la circulation ou aux abords des stades ou à l'intérieur des sites de compétition. À la demande sur ce point du COJOP et par anticipation, vous vous souvenez que le ministre des Comptes publics à l'époque, Olivier Dussopt, avait écrit en mai 2021 au directeur général de l'URSSAF pour lister les avantages en nature qui pourront être donnés aux bénévoles de ces Jeux sans être pour autant assujettis à cotisations et contributions sociales. Ce courrier, il avait été décliné en une instruction plus opérationnelle qui avait été diffusée à l'ensemble des URSSAF en juillet dernier. Et à titre d'exemple, parmi les avantages exonérés, le petit uniforme qui aujourd'hui travaille avec le partenaire des Jeux, Décathlon pour les bénévoles, les avantages liés à la nourriture prenant la forme d'un accès à la restauration collective ou les assurances en responsabilité civile, pour citer quelques exemples concrets. Et ce dispositif dérogatoire, il a vocation à pouvoir s'appliquer jusqu'au lendemain des Jeux paralympiques à l'horizon du 8 octobre 2024. Donc on sera évidemment très vigilant à ce que tout ceci puisse se passer conformément à ces accords et à ces engagements écrits qui ont été pris de part et d'autre. Sur le sujet des Jeux olympiques et paralympiques toujours et la prise en compte de cet enjeu capital de l'inflation, je l'ai dit, on est très attaché au respect du cadre budgétaire, à cette discipline que nous nous sommes donnée. Il y a néanmoins un certain nombre de vents contraires. Une inflation dont l'impact côté Solideo est aujourd'hui évalué à 150 millions d'euros et qui est en cours de chiffrage côté COJO, dans un contexte où le budget du COJO a été établi sur une base de 1,4% pour cette inflation, là où on sait aujourd'hui les niveaux autour de 6% qu'elle atteint. Donc, pour résoudre ça, pas de baguette magique, mais la nécessité de revoir un certain nombre d'arbitrages et aussi parfois de compenser sur le plan des recettes pour que, et c'est ça l'important, nous préservions l'équilibre entre les dépenses et les recettes. Le troisième élément d'ajustement pour faire face à ces surcoûts, à ces vents contraires, c'est aussi la mobilisation d'une part de la réserve pour aléas. Vous avez en tête qu'au sein du budget du COJO, il y a une réserve pour l'aléa de 315 millions d'euros. 315 millions d'euros qui aura en partie besoin d'être mobilisé pour faire face
à cet impact de l'inflation. S'agissant côté Solideo, de sa répartition, c'est pas tout à fait exact sur le 1 tiers, 2 tiers, plus exactement, c'est exact, mais pas dans le sens qui a été mentionné tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les chiffrages sont en train d'être affinés par la Solideo qui aboutira complètement à son conseil d'administration de décembre sur le sujet. Mais elle est, comme je le disais, de l'ordre de 150 millions d'euros et c'est 96 millions d'euros, donc plutôt 2 tiers par l'État qui serait prise en charge et 1 tiers par les collectivités avec un décompte très précis, très juste, très équitable qui repose sur leur quote-part à chacune dans les ouvrages olympiques et paralympiques portés, ces 64 ouvrages portés par la Solideo. Donc d'ores et déjà, dans le budget du ministère des Sports sur lequel je reviendrai devant vous, une contribution de 61 millions d'euros au titre de la prise en compte par l'État de cette dimension d'inflation est embarquée de manière à ce qu'on puisse être au rendez-vous et que donc des arbitrages budgétaires soient faits par ailleurs pour que nous puissions tenir notre engagement, qu'il n'y ait pas de contribution publique additionnelle dans le cadre de l'organisation de ces Jeux olympiques et paralympiques, dont je rappelle, car ça n'est jamais assez rappelé, que 97% des financements du COJO sont d'origine privée et que s'agissant de la Solideo, sur un budget qui, au sens le plus large du terme de 4 milliards d'euros, ne concentre une part que de 1,570 millions d'euros pour l'ensemble des collectivités publiques, donc un petit peu moins, 1,170 milliard pour l'État. Que me reste-t-il à couvrir? La reconnaissance faciale. Les EIM, la reconnaissance faciale, je comprends l'attente, je comprends peut-être encore plus marquée par l'expérience du Stade de France l'importance de ces enjeux et pour autant le fait que nous nous inscrivons aujourd'hui dans des régimes qui ne prévoit pas, sur le plan de la sécurité, ces dispositifs. Nous allons, pour ce que j'évoquais tout à l'heure, travailler sur des algorithmes intelligents mais anonymisés de vidéoprotection qui nous permettront de mieux repérer les mouvements de foule dans les transports, mais ça n'est pas sur le registre individualisé. Et même ces dispositifs de vidéoprotection, ce sont des choses que nous aurons besoin de regarder sous l'œil vigilant de la CNIL, du Conseil d'État, avant de pouvoir éventuellement vous les proposer dans le cadre de ce projet de loi olympique et paralympique que j'évoquais tout à l'heure. S'agissant du décret relatif aux événements d'importance majeure, le décret EIM, je voudrais vraiment prendre l'engagement solennellement devant vous, Monsieur le sénateur, que ce « il arrive » soit un vrai « il arrive ». Il arrive. J'ai pu m'en entretenir d'ailleurs avec le président Roch-Olivier Mestre de l'ARCOM. Une consultation publique, vous savez, a été menée de janvier à mars 2022 sur ce registre. Nous avons 2 enjeux majeurs, arriver à mieux représenter le sport féminin et arriver aussi à mieux représenter le sport paralympique et tout particulièrement nos Jeux paralympiques. Je sais que c'est l'une des évolutions qui sont prévues aujourd'hui à ce texte. Et pardon de l'annoncer aussi là, le rendez-vous avec ma collègue, la ministre de la Culture, que je verrai précisément sur ce sujet mardi prochain. Et je prends là encore l'engagement tout à fait... d'avoir cette pensée pour ce décret, pour vous, et la nécessité absolue d'atterrir. Je crois que c'est vraiment notre volonté à tous et nous tiendrons cet engagement. Je suis sûr que le sénateur Assouline n'hésitera pas à vous le rappeler rapidement, votre engagement. Oh. Allez, dernière série. Oui, madame la ministre. Oui, je crois. Oui. J'ai pas raté. Dernière série de questions. Je vais vous demander aux uns aux autres d'être synthétiques parce que le temps passe. Jean-Raymond Hugonnet, Céline Brulin, Sabine Van Egg et Bernard Fialaire. Merci. Et puis Elsa. Merci, Président. Madame la Ministre, dans votre propos liminaire, vous avez évoqué à plusieurs reprises et avec insistance le carré magique. Or, pour moi, sport, carré magique, il fallait ne pas hésiter à le servir. C'est le football que ça
que ça adresse avec le fameux carré magique dont tout le monde se rappelle en 84, intronisé par Michel Hidalgo, de Michel Platini, Jean Tigana, Alain Giresse et Luis Fernandez, voire Gingini pour ceux qui suivent. Donc ma question concernera le football. Nous avons voté le 2 mars 22 la loi visant à démocratiser le sport en France, et cette loi ouvrait la possibilité pour la Ligue professionnelle de football de créer une société commerciale pour traiter les droits d'exploitation des manifestations, par exemple. Donc je voulais savoir, suite à cela, notamment dans l'article 51, il est dit, je cite, « Les statuts de la société commerciale ainsi que leurs modifications sont approuvés par l'Assemblée générale de la Fédération sportive délégataire concernée et par le ministre chargé des sports ». Je voulais savoir sur ce sujet si vous aviez quelques informations sur l'avancée de cette structure. Et puis, comme l'organisation d'un nouvel appel d'offres ne tardera pas sur les droits télévisés du championnat de Ligue 1 de football français, avez-vous là-dessus été saisi par la Ligue professionnelle de football? Merci. Céline Brulin. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, deux sujets très précis. D'abord, les collectivités face à l'explosion des coûts de l'énergie, puisque vous le savez, les collectivités sont propriétaires de à peu près, voire même un peu plus, de 80% du parc des équipements sportifs, et que leur incapacité, parce qu'on en est là aujourd'hui, à pouvoir assurer les coûts de l'énergie, peut évidemment avoir un impact à court, moyen ou plus long terme sur la pratique sportive. On a vu, ça a été évoqué notamment par Michel Savin, un certain nombre de piscines fermées ces derniers temps. On peut assister à d'autres choses de cet ordre-là. Et le plan de sobriété énergétique que vous évoquez, à savoir réduire de 2 degrés la température dans les gymnases ou d'1 degré l'eau des piscines, ne permettra, bon an, mal an, que de réaliser 7 à 10% d'économie d'énergie. Et donc, ça, il faut sûrement le faire, je ne conteste pas, mais ça ne permettra pas de faire face à ce tsunami de dépenses qui arrive sur les collectivités. Donc, d'abord, question un peu cash. Est-ce que vous prenez la mesure de ça? Est-ce qu'au gouvernement, on prend la mesure de ça? Et est-ce que vous, nous, les associations d'élus, etc., avons une chance de convaincre Bercy qu'il faut absolument réagir face à cette situation qui peut être, je le dis avec un peu de gravité, extrêmement compliquée dans les mois et les années à venir, parce que les rénovations énergétiques attendues, souhaitées, ne pourront pas se faire si les collectivités n'ont pas les moyens d'investir. Puis deuxième sujet, lui aussi très précis, c'est la crise de recrutement qu'on vit chez les maîtres nageurs sauveteurs, qui s'est manifestée particulièrement cet été. Et on pense à nos piscines, mais moi qui suis élue d'un département maritime, j'y suis évidemment très attentive. Et si je peux le dire là aussi en termes un peu cash, les interpellations que j'ai eu l'occasion de vous adresser se sont traduites par des réponses qui, en gros, disent le plan d'urgence consiste à ouvrir une réflexion. Je vais me permettre de vous citer, ou en tout cas de citer la réponse que vous avez bien voulu faire à un de mes courriers, où vous nous dites « Parvenir rapidement à un consensus avec les représentants des salariés et des collectivités locales en ouvrant au plus vite les travaux de concertation pour prévoir une réponse provisoire à la situation d'urgence qu'a connue l'été 2022 ». Autant dire que là, nous n'avons absolument pas de réponse à la crise que nous connaissons. Et donc j'alerte, les choses vont être un peu moins prégnantes puisque nous ne sommes plus en situation estivale, mais c'est précisément l'occasion de préparer les périodes à venir et il faut absolument qu'on puisse répondre à cette question. Merci. Sabine Van Dijk. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Je souhaite évoquer avec vous la question des déplacements des supporters des clubs de football de notre championnat. Bien évidemment, il faut que, ça a été dit, il faut que ces déplacements se fassent dans des parfaites conditions de sécurité et dans le respect de l'ordre public. Je souhaite à ce titre souligner le comportement responsable et respectueux des supporters du Racing Club de Lens, les Red Tigers,
qui ont pris contact dès le mois d'août dernier avec le préfet de région des Hauts-de-France pour préparer leur déplacement à Lille pour assister au fameux derby Lille-Lens. Et ça s'est parfaitement déroulé le week-end dernier. Donc, à l'aune de cette parfaite coopération entre les autorités et les supporters, ne pensez-vous pas que les interdictions de déplacement de supporters des clubs de foot doivent rester l'exception? Je vous remercie. Bernard Fialaire. Oui, Madame la Ministre, une question courte et précise. Je plaidais comme beaucoup d'entre nous et je me réjouissais de la demi-heure d'activité physique dans toutes les écoles. Or, aujourd'hui, depuis la rentrée, quelle évaluation a été faite et quelle injonction est faite aux enseignants pour réaliser cette demi-heure d'activité physique? Parce que je fais une petite enquête qui vaut ce qu'elle vaut autour de tous les enseignants que je connais et les parents d'élèves que je rencontre, je peux dire qu'on est très très loin d'une mise en application de cette consigne. Donc je ne sais pas quel est votre retour. Et enfin, Elsa Schalk. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Alors j'aimerais vous poser une question sur la reconstitution des ligues sportives à l'échelle de l'Alsace, qui est rendue possible par la loi Alsace qui a été votée en 2019. Comme vous le savez, nous sommes nombreux, très nombreux, à appeler de nos voeux cette reconstitution, les élus locaux, les parlementaires, et j'associe à mon propos mon collègue Claude Kern, et nous nous mobilisons pour que les ligues qui le souhaitent puissent retrouver un périmètre alsacien plus cohérent, au plus près des territoires et qui correspond finalement à un mode de fonctionnement qui est plus adapté au monde sportif. Le 22 février dernier, le président de la République avait demandé de faciliter le déploiement des ligues d'Alsace et d'organiser une concertation avec les fédérations sportives. Or, à ce jour, 8 mois après cet engagement présidentiel, 3 ans après le vote de la loi Alsace, la situation n'a pas malheureusement évolué. Donc, devant les parlementaires de la majorité, vous vous êtes récemment engagé à lancer rapidement la concertation. C'est pourquoi, Madame la Ministre, ma question est simple. Pourriez-vous nous indiquer ici au Sénat le calendrier de cette concertation et à quelle échéance les ligues sportives pourront à nouveau et enfin fonctionner sur le périmètre alsacien? Je vous remercie. Je voudrais revenir quand même aussi sur ce sera la dernière question, sur un point qu'a soulevé Michel Savin, je crois, mais que d'autres aussi abordé, c'est la crise au sein du CNESF. Comment vous envisagez les choses, comment vous appréciez la situation? Elle n'est pas simple. Et quelle va être la position de l'État dans les semaines à venir sur cette question-là? Très bien. Merci beaucoup pour ces questions. Alors, sur la société commerciale, pour la Ligue de foot, le ministère a déjà approuvé les statuts de la société commerciale, ce qui avait été fait avec le décret du 28 avril 22. Donc ça, cette première étape-là, qui établissait les catégories de personnes ne pouvant pas détenir de participation au capital, le sujet des droits de vote, etc., ça est bien stabilisé. En revanche, le volet qui est encore en cours de travail, c'est le second décret, qui lui permet la commercialisation des droits d'exploitation et des droits audiovisuels par la société commerciale créée par la loi, et du coup qui permet le bon fonctionnement de cette société créée par la LFP. Nous, on travaille beaucoup avec Vincent Labrune et Arnaud Rouget sur ce décret-là. On a la nécessité d'avancer plus vite. Les dispositions réglementaires, moi, normalement, j'ai bon espoir qu'elles puissent être prises début 2023, mais elles doivent l'être, vous l'avez parfaitement en tête, dans le respect des règles de la concurrence, ce qui implique qu'on puisse, avec le ministère de l'Économie et des Finances, bien saisir la procédure de consultation obligatoire de l'autorité de la concurrence, ce qui sera fait dans les toutes prochaines semaines. J'en ai pris l'engagement vis-à-vis des acteurs du football professionnel.
Sur le plan des piscines, sujet qui nous a évidemment tous beaucoup préoccupés, beaucoup mobilisés au cours des dernières semaines, un groupe de travail dédié que j'ai mis en place avec l'ensemble des acteurs concernés, les collectivités, les représentants des élus du sport, les entreprises, les fédérations aussi, qui ont montré la situation extraordinairement hétérogène de nos piscines aujourd'hui, mais globalement le fait que ce sont des équipements qui sont très énergivores. On sait que 60% des piscines en France aujourd'hui ont plus de 30 ans et elles peuvent, à l'échelle d'une commune, parfois représenter jusqu'à 10% de la consommation énergétique de ces communes. Donc, pas de solution unique, univoque, parce que en raison de leur génération, du type d'équipement, du mode de gestion, des choix d'exploitation, une hétérogénéité terrible au niveau de leur modèle économique, mais un combat commun qui est d'arriver à résoudre ce mur de notre transition énergétique. Vous l'avez évoqué, une première mesure que nous avons pensé nécessaire de prendre, c'est les économies d'énergie, les économies de chauffage, qui reste le principal poste de dépenses énergétiques, en réduisant la température de l'eau au plan national d'au moins 1 degré, mais pas seulement. C'est là-dessus que vous m'interpellez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le plan d'action que nous avons mis au point? Donc cet engagement de parvenir à moduler les heures, les jours, les périodes de fermeture cet hiver, en optimisant du mieux que nous pouvons les mutualisations entre les piscines d'un même territoire, le fait aussi de faciliter, de donner plus de souplesse aux collectivités dans l'organisation des vidanges annuels en lien avec les agences régionales de santé. Vous savez que c'est un poste de dépense qui est très important. L'accompagnement aussi des gestionnaires sur les aides existantes avec les certificats d'économie d'énergie. La nécessité, comme ça a été fait par plusieurs collectivités, je pense notamment à la mairie de Versailles, de faire bénéficier les gestionnaires des tarifs parfois négociés de manière plus avantageuse par les collectivités quand cela est possible. Et bien évidemment, tout ceci s'inscrit aussi en complément de l'initiative qui a été prise avec l'article 14 de la loi de finances rectificative, d'avoir une aide pour les communes de petite taille confrontées à ces dépenses, à cette augmentation très forte de leurs coûts énergétiques, plus le fonds vert. Ce fonds vert où il y aura jusqu'à 2 milliards d'euros mobilisés pour accompagner les collectivités dans tous leurs travaux de rénovation thermique, de rénovation énergétique. Et on sait, pour le suivre bien, et c'est un sujet que le sénateur Savin connaît bien, au niveau de l'Agence nationale du sport, une partie importante des crédits qui sont fléchés sur la rénovation énergétique de nos piscines, qui est un enjeu absolument majeur. Donc, on continuera. On sait que dans le cadre de l'ANS, 30 piscines ont déjà obtenu de tels financements dans le cadre de ces travaux de rénovation énergétique pour un taux moyen de réduction, quand c'est mis en place, de l'ordre de 40%. Donc il va falloir qu'on poursuive ce plan, toujours dans cet alignement des volontés, et qu'on touche à la fois à ce qu'on peut faire pour baisser les consommations, baisser les coûts, et arriver en même temps à avoir une transformation structurelle de notre parc de piscines à l'échelle nationale. Sur le sujet que je vais lier, les connexes de nos maîtres nageurs, sauveteurs, et des pénuries sur ces métiers, je me souviens de la précision de votre courrier. J'avais essayé en effet d'y apporter une réponse précise tout en annonçant ce plan d'urgence, et je me suis assurée auprès de la collaboratrice qui, au sein de mon cabinet, suit cette question, que ce groupe de travail est bien aujourd'hui actif pour essayer de trouver des solutions qui nous permettront d'apporter, et pas trop tard, des réponses satisfaisantes à cette pénurie sur notre profil au niveau des maîtres nageurs sauveteurs. D'ores et déjà, vous avez en tête les initiatives qu'on a prises avec le fait que depuis 2022, on a 3 autres diplômes qui donnent le titre de MNS, tout ce qui est l'unité d'enseignement sauvetage secourisme en milieu aquatique, tout ce qui est le DGEPS triathlon, et aussi le certificat de spécialisation sur le sauvetage et le secourisme en milieu aquatique. On a également des éléments de souplesse qui nous sont donnés au niveau
des BNSSA qui peuvent avoir une dérogation pour la surveillance en autonomie, mais encore une fois avec des éléments de démarches administratives qui aujourd'hui sont trop compliqués, sont trop longs, et c'est précisément l'objet de ce groupe de travail, de travailler à cette simplification sur laquelle je m'engage. On a aujourd'hui 7000 diplômes de BNSSA qui sont délivrés chaque année, et il faut qu'on puisse, avec l'ensemble des organisations professionnelles de MNS, les représentants aussi des employeurs, arriver à beaucoup mieux chiffrer les besoins et avoir un vrai plan pour cette filière qui a été, je pense, un peu délaissée au cours des dernières années. Sur le sujet des déplacements des supporters, qui est à la fois un sujet de portée écologique, lié évidemment à l'empreinte carbone liée au mode de déplacement de ces supporters. Vous savez que dans le cadre donc, du plan de sobriété énergétique que nous acterons demain avec l'ensemble des acteurs du sport, nous cherchons vraiment à développer les formules comme le covoiturage, donner aussi un avantage tarifaire sur les compétitions sportives aux personnes, aux spectateurs qui auraient fait l'effort d'y venir en transport en commun. On va également créer avec les acteurs du sport professionnel un groupe de travail pour travailler sur leurs propres conditions de transport plus verts, moins carbonés. Donc tout ceci, on le mène évidemment avec beaucoup de détermination. Mais je reconnais aussi tout à fait l'importance sur le plan des régimes mis en place par les préfets autour de nos grandes compétitions, de continuer à bien travailler avec les associations de supporters sur le régime des interdictions de déplacement qui sont bien souvent frustrantes pour les intéressés, privant de compétition, et donc de trouver les formules qui, par anticipation et par ce dialogue restauré, notamment dans le cadre de l'instance nationale du supporterisme, où l'avantage que nous avons avec ces associations de supporters sont très bien représentées, très engagées et très actives, pour créer vraiment la confiance qui nous aidera à stabiliser ces différents régimes. Sur la problématique des 30 minutes à l'école, donc cette généralisation qui concerne le cœur de nos écoles élémentaires, nos 35 000 écoles élémentaires, elle se passe dans des conditions satisfaisantes. Certaines sont équipées d'un certain nombre de matériels. Les professeurs des écoles, que je voudrais vraiment remercier pour leur mobilisation, sont à pied d'œuvre pour créer cet espace des 30 minutes, parfois de manière fractionnée, parfois sur une pause méridienne. Ils le font avec beaucoup de pédagogie, avec beaucoup d'engagement. Ce que moi, je voudrais faire pour rejoindre votre préoccupation, c'est que le déploiement sur l'ensemble des territoires soit davantage incarné, là aussi, dans notre France des Jeux olympiques et paralympiques, par des grands sportifs qui viendraient dans les cours des écoles faire parfois un petit peu de ces 30 minutes avec nos enfants, leur donner cet habitus dont on sait qu'il est bon pour leur santé, dont on sait qu'il est bon aussi pour leur capacité cognitive et leur concentration. Un article du Monde sur une tranche d'âge un petit peu plus basse ce matin montrait encore la richesse des études menées qui démontrent cet impact positif sur nos enfants de la pratique d'une activité physique quotidienne tout à fait instaurée dans le cœur de l'école. Donc, nous reviendrons là-dessus avec des initiatives, mais je crois qu'on peut se féliciter que ce mouvement qui avait été engagé par 7000 établissements volontaires, il se diffuse et qu'il permette progressivement à nos 6,5 millions d'enfants en France d'avoir ce moment pour se défouler, se dépenser et prendre l'habitude du sport le plus jeune possible. Sur le sujet des ligues alsaciennes, là, nous avons en effet eu une série d'échanges récents avec les parlementaires, avec les fédérations sportives. Deux sont particulièrement concernés par cette volonté d'une meilleure reconnaissance de l'identité alsacienne, le foot et le tennis, qui sont d'ailleurs dans deux situations un petit peu différentes. Nous avons une fédération de tennis dans laquelle il n'y a pas de fusion
des comités du Haut-Rhin et du Bas-Rhin et une appartenance donc à la Ligue du Grand Est, là où dans le foot, cette fusion a d'ores et déjà été opérée dans le cadre du coup d'un district qui relève plus largement de cette Ligue Grand Est. Donc moi, j'ai dit ma volonté d'aider les parties prenantes. C'est d'ailleurs un engagement qu'avait pris le président de la République de favoriser cette concertation de manière à ce qu'on puisse mieux reconnaître l'identité, les particularismes alsaciens, aussi travailler sur la qualité de la vie quotidienne des bénévoles, des sportifs amateurs alsaciens qui parfois ont des distances trop longues à faire jusqu'à l'autre bout de la région pour participer à des compétitions, et donc de développer tout ce qu'on peut faire au niveau de la densité des compétitions, d'un championnat d'Alsace, de Coupe d'Alsace, pour faciliter et réduire les trajets. Au-delà de ça, la symbolique que je connais, que je reconnais de ce mot de Ligue d'Alsace, mais que nous devons aussi concilier avec la préoccupation qui est la mienne, que toute cette volonté de mieux reconnaître l'identité alsacienne ne se fasse pas dans une dynamique un peu dangereuse à mes yeux de démembrement territorial. Nous aurons le moment venu les discussions qui s'imposeront entre le Parlement, le gouvernement sur la loi NOTRe, mais pour l'instant on s'inscrit dans ce cadre-là. Et c'est pourquoi il est particulièrement important à mes yeux de rappeler que la loi du 2 août 2019 qui crée la collectivité européenne d'Alsace autorise bien les fédérations sportives d'ailleurs ou culturelles à créer des organes de type infra-régionaux à l'échelle de l'Alsace. Donc c'est vraiment avec l'ensemble de ces considérations que je vais honorer l'engagement que j'ai pris d'animer cette concertation. Vous comprenez que compte tenu de l'ensemble des actualités récentes dans le foot, je n'ai pas pu prioriser ça sur d'autres éléments dans les toutes dernières semaines, mais cet engagement, j'en ai reparlé avec le président de la Ligue du Grand Est de foot et également avec les dirigeants de la Fédération française de tennis, et chacune des parties est engagée pour que cette concertation ait bel et bien lieu dans un calendrier tout à fait rapproché. Et j'en prends ici l'engagement devant vous, Madame la sénatrice. Sur le dernier point, qui est celui de la crise du CNOSF, c'est évidemment et donc décidément un moment pas facile pour le sport français. Nous avons évoqué le foot, nous aurions pu évoquer le rugby et la fin du contrat du directeur général du GIP, Claude Haché, son remplacement par Julien Colette pour retrouver un climat social plus apaisé. Le CNOSF, je crois qu'on est dans un moment très important. Nous avons la présidente Brigitte Henriques, dont je veux penser à l'état de santé. Elle doit prendre le temps de récupérer toutes ses forces. Elle est aujourd'hui entourée d'une équipe solide, légitime et respectée autour d'elle, avec un Jean-Pierre Ciutat, avec une nouvelle secrétaire générale en la personne d'Astrid Guyard, une athlète de tout premier plan, très reconnue par ses pairs et par la communauté sportive, par Michel Callot, le trésorier et président de la Fédération française de cyclisme, et également Sébastien Poirier, le président de la Fédération sport mécanique, qui représente le monde non olympique au sein de ce CNOSF. Donc il y a cette collégialité qui est renforcée. Il y aura demain, à l'initiative d'une ou deux personnes, un débat aussi sur l'avenir du CNOSF, mais j'ai coutume de dire que l'avenir du CNOSF, il est d'abord et avant tout dans la livraison des Jeux, et donc dans la nécessité de se rassembler, de se concentrer sur le travail qui est à effectuer pour les Jeux, notamment le Club France de la Villette, la bonne marche de la préparation de nos athlètes en synergie avec l'Agence nationale du sport et toutes nos fédérations, et aussi la concentration sur les décisions que dans le cadre du comité de pilotage qui s'appelle Gagner en France, nous devons prendre pour
toute la bonne organisation de la préparation de nos athlètes, des staffs, des encadrants, parfois aussi de leurs proches, de leurs familles, des accrédités, en synergie aussi avec la problématique des centres de préparation aux Jeux qui accueilleront des délégations étrangères qui viendront se préparer un petit peu à l'avance sur le territoire national. J'ai échangé sur tout ça avec le CIO qui partage complètement ce triple message de d'abord prendre soin des personnes et les laisser, leur donner le temps et leur laisser la capacité de récupérer, une volonté absolue de rassemblement et une volonté de concentration pour être au rendez-vous de ce défi historique de nos Jeux olympiques et paralympiques. La France attend beaucoup de nous. Le CNOSF a un travail important à mener. Il faut que ce maillon soit un maillon fort de notre équation de préparation aux Jeux. Merci Madame la Ministre pour la précision que vous avez apportée à chacune de nos questions et le temps que vous nous avez consacré. Je crois que cet échange était important puisque nous n'avons pas eu l'occasion de l'avoir jusqu'à présent, mais pour nous, il était extrêmement important de vous entendre rentrer dans le détail d'un certain nombre à la fois de sujets, mais aussi des grands axes de la politique que vous souhaitez mener. Et puis, bien sûr, on va continuer cet échange le 2 novembre, cette fois-ci en rentrant plus dans la dimension budgétaire à travers l'analyse des crédits du PLF 2023. Et le rapporteur, mais chacun des sénateurs intéressés à la question sportive ne manquera pas de vous interroger sur la dimension financière, cette fois-ci, d'un certain nombre de points que vous nous avez présentés ce soir. Merci, Madame la Ministre. Merci infiniment. Et juste une toute petite bonne nouvelle, la confirmation des financements pour la Polynésie. Les coûts sur la tour de contrôle pour les juges seront bien pris en charge par Paris 2024. Et également, le soutien de l'ANS est confirmé. Donc, je voulais terminer aussi par cette petite précision outre-mer.